Derrière le glamour de l'âge d'or d'Hollywood se cachait un champ de bataille secret où vos stars préférées échangeaient des scripts contre des fusils et des projecteurs contre des tirs. Saviez-vous que Christopher Lee a un jour averti de manière énigmatique un réalisateur sur le son qu'un homme fait lorsqu'il est poignardé? Ce n'étaient pas seulement des acteurs jouant des héros de guerre, ils étaient des héros de guerre. Leur véritable histoire est plus effrayante que tout ce qui a été capturé sur film. L'un d'eux, James Stewart. Avant que Jimmy Stewart ne fasse fondre les cœurs dans La vie est belle, il larguait des bombes sur l'Allemagne d'Hitler. Initialement rejeté pour insuffisance pondérale, Stewart s'est gavé de spaghettis et de milkshakes pour prendre suffisamment de poids pour s'engager. Ce n'était pas un coup de publicité. Stewart a effectué 20 missions de combat réelles au-dessus du territoire nazi lorsque le taux de survie des bombardiers était abysmal. Lors d'un raid éprouvant, un éclat d'obus a traversé son B-24 Liberator, créant un trou à ses pieds. Pourtant, il a quand même accompli la mission. L'acteur à la voix douce est passé de simple soldat à colonel en seulement 4 ans, obtenant la croix de l'aviation distinguée avec grappe de feuilles de chêne et n'a jamais utilisé sa célébrité pour un traitement de faveur. Contrairement à de nombreuses célébrités qui se vantaient de leurs exploits en temps de guerre, Stewart gardait un silence obsédant sur son service, disant seulement dans ces dernières années « Je pense à la guerre presque tous les jours ». Les réalisateurs hollywoodiens ont remarqué que ses performances avaient gagné une profondeur blessée après son retour, l'ombre du combat visible dans ses yeux. Stewart a continué à servir dans la réserve de l'armée de l'air, devenant finalement général de brigade, l'acteur le plus haut gradé de l'histoire militaire américaine. Son double héritage en tant qu'icône bien aimée du cinéma et véritable héros de guerre représente une rare intersection entre la fantaisie hollywoodienne et la réalité brutale. 2. Clark Gable. Lorsque Clark Gable, indiscutablement la royauté d'Hollywood, s'est engagé dans l'armée de l'air en 1942, les dirigeants de studio n'étaient pas seulement inquiets, ils étaient horrifiés. La star la plus rentable de MGM avait 41 ans, dévastée par la mort de sa femme bien-aimée, Carole Lombard, dans un accident d'avion alors qu'elle revenait d'une tournée de bons de guerre. Lorsque le président Roosevelt lui a personnellement télégraphié avec l'ordre de « Restez où vous êtes », Gable a défié en répondant « Je m'engage parce que je ne veux pas rester assis sur mon gros derrière sur un plateau de tournage pendant que cela se passe ». Malgré sa célébrité, Gable a refusé une commission d'officier, préférant obtenir son grade grâce à une formation d'officier standard aux côtés des recrues ordinaires. En tant que mitrailleur aérien et photographe de combat, il a insisté pour participer à de véritables missions afin de rendre son documentaire Combat America authentique. Entre mai et septembre 1943, il a effectué 5 missions de combat officielles sur des B-17 au-dessus de l'Allemagne avec des conséquences glaçantes. Lors d'une mission, un obus de 20 mm a traversé l'avion à l'endroit où Gable était assis quelques instants plus tôt. Sa célébrité faisait de lui une cible particulièrement précieuse. Adolf Hitler, apparemment fan des films de Gable, offrit une récompense substantielle à tout Allemand qui pourrait capturer l'acteur vivant et l'amener à Berlin. Après la guerre, des amis ont remarqué que Gable n'était plus tout à fait le même. Assombri et les yeux cernés, le traumatisme combiné de la perte de Lombard et de ses expériences de combat avait définitivement changé le roi d'Hollywood. Lorsque MGM a essayé de tirer parti de son service avec des projets de films à thème militaire, l'acteur a catégoriquement refusé, ne voulant pas participer à la glorification de ce qu'il savait être l'enfer. 3. Audie Murphy. Audie Murphy n'était pas une star qui est allée à la guerre. Il était un héros de guerre auquel Hollywood ne pouvait pas résister. Mesurant seulement 1,65 m et paraissant plus jeune que ses 18 ans revendiqués, il s'est en fait engagé à 17 ans en mentant sur son âge. Murphy a d'abord été rejeté par les Marines et les parachutistes parce qu'il était trop petit. Ce qui a suivi fut le palmarès de combat le plus décoré de tout soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une position légendaire près de Holtzwihr, en France, le blessé Murphy est monté à bord d'un chasseur de chars en feu et a tenu seul les troupes allemandes en progression pendant près d'1 heure tout en étant exposé à l'ennemi. Feu de 3 côtés. Cette action à elle seule lui a valu la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire américaine. À la fin de la guerre, Murphy avait reçu toutes les distinctions de combat américaines disponibles pour sa bravoure. 27 au total, y compris 2 étoiles d'argent et la croix de service distinguée. Sa transition vers Hollywood s'est produite lorsque le magazine Life l'a présenté en couverture en 1945 comme le soldat le plus décoré d'Amérique, attirant l'attention de l'acteur James Cagney qui l'a invité en Californie. Murphy a joué dans 44 films sur 21 ans, notamment dans À feu et à sang, l'adaptation de sa propre autobiographie. Ce qui rendait sa performance extraordinaire, ce n'était pas seulement qu'il se jouait lui-même, les producteurs ont en fait atténué les actes héroïques de Murphy, parce qu'ils craignaient que le public ne croie pas que cela s'était réellement passé ainsi. Derrière son suc
Réalité dévastatrice de ce qui serait maintenant reconnu comme le TSPT, l'insomnie, les cauchemars, dormir avec un pistolet chargé sous son oreiller. Murphy est devenu un des premiers défenseurs de la santé mentale des vétérans, déclarant courageusement « Après la guerre, ils ont ramené les chiens à la maison, ils ont ramené les mules à la maison, ils ont ramené les chevaux à la maison, mais ils n'ont pas ramené le soldat à la maison. » Lee Marvin. Avant que Lee Marvin ne terrifie le public avec son intensité glaciale dans des films comme Les 12 salopards, il se battait réellement dans certaines des batailles les plus sanglantes du Pacifique. À seulement 18 ans, Marvin a rejoint le corps des Marines et a été plongé dans le broyeur de la campagne du Pacifique avec la 4e division des Marines. Contrairement aux acteurs qui ont servi dans des unités de divertissement, Marvin a vécu la brutalité brute de la guerre lors de la bataille sauvage de Saipan en 1944. Là, les tirs de mitrailleuses japonais ont traversé son corps, sectionnant son nerf sciatique et le tuant presque. Sa description factuelle du combat annonçait le réalisme sans sentiment qu'il apporterait plus tard à ses films. Il a essayé de me planter sa baïonnette dans l'œil, alors je la lui ai prise. Ce n'était pas difficile à faire, parce qu'il n'était qu'un petit salaud, peut-être 1,58 m environ. Pour ses blessures, Marvin a reçu la Purple Heart et a passé 13 mois dans des hôpitaux navals à se rétablir. Les blessures lui ont laissé une claudication permanente à peine perceptible pour le public, mais un rappel constant pour Marvin du coût permanent de la guerre. Les réalisateurs appréciaient son apport technique sur l'authenticité militaire et ses camarades vétérans respectaient sa compréhension directe de la psychologie du combat. Contrairement à de nombreux acteurs qui jouaient les durs, Marvin n'avait jamais besoin de faire semblant. Comme l'a observé le réalisateur Samuel Fuller, Lee comprenait la dualité de la violence, comment elle peut être à la fois nécessaire et destructrice. On ne peut pas simuler cette compréhension. Cela vient de l'expérience. Chaque expression marquée et regard hanté que Marvin apportait à ses rôles venait d'avoir vu la réalité, non d'un coach d'acteur. 5. David Niven. Tout en charmant le public en tant que gentleman anglais par excellence, David Niven cachait un passé militaire secret bien plus dangereux que ce que sa persona polie à l'écran laissait supposer. Déjà une star établie à Hollywood lorsque la guerre a éclaté, Niven a immédiatement abandonné sa carrière florissante, disant simplement à son producteur furieux Samuel Goldwyn « Il y a une guerre », avant de prendre le prochain bateau pour l'Angleterre. Contrairement à de nombreux acteurs cherchant à se faire de la publicité grâce à leur service, Niven a rejoint l'armée britannique où il s'était auparavant entraîné au prestigieux Royal Military College de Sandhurst. Son rôle en temps de guerre s'est avéré bien plus périlleux que les personnages d'officiers qu'il incarnait à l'écran. Niven a été affecté au régiment de reconnaissance ultra-secret Phantom, une unité d'élite de renseignement menant des opérations secrètes derrière les lignes ennemies. Grâce à sa maîtrise du français, il a servi de liaison avec les combattants de la résistance locale tout en recueillant des renseignements cruciaux. Le jour J, Niven a aidé à coordonner les défenses de plage lors du débarquement en Normandie, avançant ensuite à travers la France avec les forces alliées. Son esprit ne l'a jamais abandonné, même en danger de mort. Lorsqu'il a été pris derrière les lignes ennemies pendant la bataille des Ardennes, portant un manteau suspect plutôt qu'un uniforme approprié, un soldat américain a demandé s'il pouvait être un infiltré allemand. Lorsqu'on lui a demandé d'identifier la capitale du Nebraska, Niven a rapidement répondu « Lincoln », puis a ajouté « Ne pensez-vous pas que c'est une ligne de questionnement plutôt stupide ?» Pour son service exceptionnel, Niven a reçu la Légion du Mérite américaine, mais il est resté d'un silence inhabituel sur ses expériences de guerre pendant des décennies, détournant les questions avec humour. Lorsqu'on lui a finalement demandé pourquoi il parlait rarement de ses exploits militaires, Niven a expliqué avec une dignité tranquille. Les vrais héros étaient ceux qui ne sont pas revenus. En 1942, Henry Fonda avait déjà obtenu une nomination aux Oscars pour Les Raisins de la colère et s'était imposé comme l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Mais lorsque Pearl Harbor a été attaqué, la star de 37 ans a rejeté les efforts du studio pour le garder à faire des films de propagande, déclarant franchement « Je ne veux pas être dans une fausse guerre dans un studio ». Ce sentiment reflétait son engagement de toujours envers l'authenticité, tant dans son jeu d'acteur que dans ses principes personnels. Initialement engagé comme simple marin dans la marine, Fonda a servi comme quartier-maître de 3e classe à bord du destroyer USS Satterlee, effectuant des missions d'escorte dangereuses pour les convois traversant l'Atlantique où les sous-marins allemands traquaient les navires alliés. Ses capacités naturelles de leadership sont rapidement devenues évidentes et après avoir terminé sa formation d'officier, il a été nommé lieutenant de grade junior dans le renseignement de combat aérien. Pendant l'invasion de la Sicile en juillet 1943, Fonda a servi comme officier de pont, recevant la médaille de l'étoile de bronze pour actes héroïques lors des opérations de combat.
Les rôles d'officier qu'il avait interprétés à l'écran, le service de guerre de Fonda impliquait un véritable danger et sacrifice à un âge où la plupart des hommes étaient considérés comme trop vieux pour le service de combat. Bien qu'il ait rarement discuté de ses expériences après son retour à Hollywood, ses collègues ont remarqué que son service militaire avait ajouté de nouvelles dimensions à son jeu d'acteur. Son interprétation d'un officier de marine dans Monsieur Roberts portait l'authenticité indéniable de quelqu'un qui avait réellement servi, résonnant puissamment avec les publics de vétérans. La dignité tranquille et le sérieux moral qui définissaient les performances les plus acclamées de Fonda dans des films comme 12 hommes en colère reflétaient des qualités qui avaient caractérisé à la fois son service militaire et son approche de la citoyenneté tout au long de sa vie. Except Mel Brooks. Bien avant de faire hurler de rire le public dans Blazing Saddles et The Producers, Mel Brooks risquait sa vie en désamorçant des explosifs nazis. Né Melvin Kaminsky de parents immigrants juifs, Brooks a été enrôlé dans l'armée à seulement 17 ans en 1944. Ses scores élevés aux tests d'intelligence l'ont initialement placé dans une formation spécialisée, étudiant l'ingénierie militaire et même le maniement du sabre. Cependant, alors que les forces alliées pénétraient en Europe, Brooks fut réaffecté au 1104e bataillon de combat du Génie, l'une des missions les plus dangereuses de la guerre. En tant qu'ingénieur de combat, Brooks avait le travail éprouvant de déminer des champs de mines, de désamorcer des munitions non explosées et de construire des ponts sous le feu ennemi. Pendant la bataille des Ardennes, la dernière offensive désespérée de l'Allemagne, Brooks était en première ligne, travaillant souvent devant les troupes en progression, exposé à la fois aux attaques ennemies et aux dispositifs mortels qu'il devait neutraliser. L'ironie ne lui échappait pas. « J'étais un ingénieur de combat. N'est-ce pas ridicule? Les deux choses que je déteste le plus au monde sont le combat et l'ingénierie. » Malgré ses tâches éprouvantes, Brooks a trouvé des occasions de montrer l'esprit qui le rendrait plus tard célèbre, en organisant des spectacles improvisés pour remonter le moral des troupes. Après la reddition de l'Allemagne, Brooks est resté en Europe dans le cadre des forces d'occupation, où il s'est engagé dans un petit mais significatif acte de défi, utilisant des haut-parleurs militaires pour diffuser des chansons juives à travers les territoires nazis vaincus. Cette combinaison de confrontation avec des forces historiques sombres à travers la comédie définirait plus tard son travail révolutionnaire, en particulier The Producers, avec son numéro satirique Springtime for Hitler. Malgré de nombreuses décorations de combat, Brooks minimisait généralement son service avec un humour autodérisoire. Pourtant, le traumatisme et le triomphe de ses expériences ont nourri la comédie audacieuse qui ferait de lui une légende. 8. Tony Bennett. Avant que sa voix de velours ne fasse de lui une icône musicale, Tony Bennett a été témoin de l'horreur brute du combat en première ligne en Europe. Enrôlé en 1944 à seulement 18 ans, le futur crooner a été affecté à la 63e division d'infanterie, la division Blood and Fire, et plongé dans les combats acharnés des derniers mois de la campagne européenne. Bennett a vécu une guerre urbaine brutale, traquant les traînards nazis dans des villes allemandes dévastées, tout en faisant face aux dangers constants des tireurs embusqués et des pièges explosifs. Son unité a participé à la libération du camp de concentration de Landsberg, une expérience qui a profondément marqué le jeune soldat et a contribué à son engagement à vie pour les causes humanitaires. Mais l'expérience de guerre de Bennett n'a pas été seulement marquée par le combat. Elle a également révélé la dure réalité du racisme militaire. Lorsqu'il a défendu un camarade soldat noir contre la discrimination, Bennett a été rétrogradé de caporal à simple soldat et temporairement affecté à la tâche lugubre de déterrer des fosses communes pour préparer les soldats alliés tombés au combat à être enterrés. Malgré cette punition, la boussole morale de Bennett est restée inébranlable. La combinaison de l'horreur des camps de concentration et du racisme institutionnel l'a transformé en pacifiste et défenseur des droits civiques pour la vie. C'est pendant son service que Bennett a trouvé sa première occasion significative de montrer son talent de chanteur, se produisant avec des orchestres militaires vers la fin de la guerre. Après avoir été réaffecté aux services spéciaux, il a terminé son service en tournant en Europe, divertissant les troupes et les civils. Ses performances ont jeté les bases de ce qui deviendrait l'une des carrières musicales les plus durables. Contrairement à de nombreuses célébrités qui minimisaient leurs expériences de guerre ou les utilisaient pour la publicité, le service de Bennett a façonné toute sa vision du monde, influençant à la fois son expression artistique et son engagement pour la paix. 9. Christopher Lee. Avant que Christopher Lee ne glace le public en tant que Dracula et Saruman, il opérait dans des ombres bien plus sombres que n'importe quel film d'horreur. En rejoignant l'élite des opérations spéciales britanniques, surnommé le ministère de la guerre non chevaleresque, Lee est entré dans un de sabotage,
d'assassinats et d'opérations secrètes derrière les lignes ennemies. Bien que la plupart des détails de ses missions restent scellés dans les archives gouvernementales, Lee laissait parfois échapper des indices glaçants sur ses activités. Pendant le tournage du Seigneur des Anneaux, lorsque Peter Jackson a essayé de lui expliquer comment un homme réagit lorsqu'il est poignardé dans le dos, Lee l'a corrigé calmement. « Avez-vous la moindre idée du bruit que cela fait quand quelqu'un est poignardé dans le dos ? Parce que je le fais. » L'implication a stupéfié l'équipe, la réduisant au silence. Malgré sa taille de 1,95 m et l'une des voix les plus reconnaissables du cinéma, Lee a réussi à se déplacer à travers l'Europe occupée par les nazis sans être détecté, recueillant des renseignements et soutenant les résistants. Sa parfaite maîtrise du français, de l'italien et de l'allemand le rendait inestimable pour les opérations sous couverture. Après la guerre, Lee est resté lié par l'Official Secrets Act, emportant la plupart des détails de ses missions dans la tombe lorsqu'il est mort en 2015 à l'âge de 93 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'il était rattaché au Long Range Desert Group, précurseur du SAS, et le Special Forces Club à Londres affiche toujours sa photo parmi ses membres distingués. L'expérience de Lee à traquer de véritables monstres à travers l'Europe en temps de guerre a conféré à ses performances de méchant une menace authentique qu'aucune école d'art dramatique ne pouvait enseigner. Comme il l'a un jour remarqué de manière énigmatique, « J'ai vu des hommes mourir juste devant moi tellement que je m'y suis presque endurci. Chaque fois que le public le voyait incarner le mal à l'écran, ils assistaient à quelqu'un qui avait affronté une véritable obscurité et était revenu pour raconter l'histoire, ou du moins les parties qu'il était légalement autorisé à partager. » 10. Paul Newman. Les yeux bleus perçants de Paul Newman sont devenus sa marque de fabrique à Hollywood. Mais ironiquement, ces mêmes yeux l'ont empêché de réaliser son rêve de guerre. Lorsqu'il s'est engagé dans le programme de formation de pilote V-12 de la marine en 1943, un examen médical de routine a révélé que Newman était daltonien, le disqualifiant immédiatement pour devenir pilote de chasse. Indomptable, il a servi comme opérateur radio et mitrailleur arrière sur des bombardiers torpilleurs dans le théâtre du Pacifique, un poste avec l'un des taux de mortalité les plus élevés dans l'aviation navale. Newman a été affecté au porte-avions USS Bunker Hill, se préparant à participer à la brutale bataille d'Okinawa en mai 1945. Puis vint le coup du sort qui préserverait l'avenir du cinéma américain. Le pilote de Newman a développé une infection de l'oreille, clouant au sol tout leur équipage, juste avant le déploiement. Le 11 mai 1945, alors que Newman restait à terre, l'USS Bunker Hill a été frappé par 2 avions kamikazes dans l'une des attaques les plus meurtrières de la guerre. Les explosions et les incendies qui ont suivi ont tué 393 marins et en ont blessé 264 autres, y compris beaucoup de l'escadron de Newman. Le moment de l'infection de l'oreille de son pilote avait presque certainement sauvé la vie de Newman. Cette rencontre avec la mortalité a profondément affecté le jeune marin, instillant à la fois une culpabilité de survivant et une profonde appréciation de la fragilité de la vie. Après sa démobilisation en 1946, Newman a utilisé le GI Bill pour terminer ses études au Kenyon College avant de se lancer dans le théâtre. Tout au long de sa carrière légendaire et de sa philanthropie étendue, ses amis ont remarqué que Newman n'a jamais oublié à quel point il avait été épargné par hasard alors que ses camarades périssaient. Sa fondation, qui a fait don de plus de 570 millions de dollars à des œuvres de charité, reflétait un homme qui comprenait qu'il avait reçu une seconde chance que beaucoup n'ont jamais eue. Chaque fois que le public s'émerveillait devant ses célèbres yeux bleus, il voyait un homme qui avait un jour cru qu'il mourrait en mer et qui n'a jamais pris un seul jour pour acquis par la suite. 11. Kirk Douglas. Avant de devenir le Spartacus définitif du cinéma, Kirk Douglas, né Issur Danielovitch de parents immigrants juifs russes pauvres, naviguait dans les eaux mortelles de l'Atlantique à la chasse aux sous-marins nazis. Lorsque Pearl Harbor a été attaqué, Douglas a abandonné son succès précoce à Broadway et s'est engagé dans la marine en 1941, déterminé à servir le pays qui avait offert refuge à sa famille contre la persécution. Nommé enseigne après une formation d'officier, Douglas a été affecté à un navire de patrouille de lutte anti-sous-marine dans le théâtre de l'Atlantique. Son expertise en communication s'est avérée cruciale pendant la bataille de l'Atlantique où les sous-marins allemands menaçaient d'étrangler les lignes d'approvisionnement alliées. Le navire de Douglas escortait des convois vulnérables à travers l'allée des torpilles, affrontant un danger constant des sous-marins en embuscade et des tempêtes brutales de l'Atlantique Nord. Sa carrière navale s'est brusquement terminée en 1944 lorsqu'il a été démobilisé pour raisons médicales après avoir subi des blessures pendant le service. Des blessures dont il parlait rarement en public mais qui ont laissé des séquelles physiques durables. De retour à la vie civile, l'expérience de combat de Douglas a influencé l'intensité qu'il a apportée à son rôle décisif dans Champion, 1949, jouant un boxeur dont la détermination féroce, la ténacité dans la vie réelle.
Tout au long de sa carrière cinématographique légendaire de 60 ans, Douglas a été attiré par des personnages définis par une complexité morale et un courage physique, des qualités qu'il avait observées de près pendant son service naval. Les compétences en discipline et en leadership développées en mer se sont traduites sans effort dans son travail novateur en tant que producteur indépendant, défiant le système restrictif des studios hollywoodiens. La décision de Douglas de créditer publiquement le scénariste blacklisté Dalton Trumbo pour Spartacus en 1960, brisant ainsi effectivement la liste noire d'Hollywood, a démontré le même courage moral qu'il avait montré en uniforme. Comme Douglas lui-même l'a réfléchi tard dans sa vie, la marine m'a appris la discipline et la survie. Elle m'a fait apprécier les opportunités que j'avais et les sacrifices que d'autres ont fait pour elle. 12. Glenn Ford. Bien que le public connaissait Glenn Ford comme l'acteur principal fiable de films comme Gilda et Règlement de compte, peu de gens réalisaient qu'il avait mené l'une des carrières militaires les plus extraordinaires d'Hollywood, s'étendant sur 3 décennies et 3 conflits majeurs. Le service de Ford a commencé même avant l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a rejoint la garde côtière auxiliaire en 1941, faisant preuve d'une remarquable prévoyance quant à l'implication inévitable du pays. Après Pearl Harbor, il s'est engagé dans la réserve du corps des Marines en 1942, malgré son statut de star montante après des performances remarquables dans des films comme So Ends Our Night. Fidèle à sa nature modeste, Ford a insisté pour commencer en tant que simple soldat plutôt que d'accepter une commission d'officier généralement offerte aux célébrités. Bien qu'il espérait être déployé au combat, les compétences photographiques et en renseignement de Ford se sont avérées plus précieuses pour les Marines, qui l'ont chargé de créer des films d'entraînement et de documenter les opérations. Son engagement envers le service ne s'est pas terminé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ford a maintenu son lien militaire à travers la réserve navale, prenant régulièrement des congés de sa carrière cinématographique florissante pour remplir ses obligations militaires. Lorsque la guerre de Corée a éclaté, Ford a continué à servir, et de manière remarquable, lorsque le Vietnam s'est intensifié, l'acteur, alors dans la cinquantaine, s'est porté volontaire pour le service actif, effectuant plusieurs missions au Vietnam, tandis que la plupart de ses contemporains d'Hollywood restaient en sécurité chez eux. Dans l'ensemble, le service militaire de Ford s'est étendu sur 35 ans, englobant la Seconde Guerre mondiale, la Corée et le Vietnam. Cet engagement extraordinaire lui a valu de nombreuses décorations, y compris la médaille de la marine et le ruban de la réserve du corps des Marines. Contrairement à de nombreuses célébrités qui exploitent leurs expériences de guerre pour la publicité, Ford a conservé une modestie caractéristique à propos de son service. L'autorité tranquille et l'héroïsme discret qu'il incarnait à l'écran n'étaient pas seulement du jeu. C'était l'article authentique gagné à travers des décennies de réponses à l'appel de son pays, tandis que les projecteurs d'Hollywood attendaient son retour. 13. Ernest Borgnine. Avant sa performance primée aux Oscars dans Marty, un rôle emblématique dans Les 12 salopards, Ernest Borgnine a passé une décennie dans l'une des missions les plus dangereuses de la marine, le déminage. Né Hermas Ephraim Bognino de parents immigrants italiens, Borgnine s'est d'abord engagé en 1935 pendant la dépression, cherchant la stabilité dans un monde incertain. Après un bref retour à la vie civile, il s'est immédiatement réengagé après Pearl Harbor, servant tout au long de la Seconde Guerre mondiale, et a finalement complété près de 10 ans de service actif dans la marine. Affecté à l'USS Lumberton, un dragueur de mines destroyer, Borgnine a fait face à la tâche éprouvante de déminer les mines navales, essentiellement des bombes flottantes conçues pour couler les navires. Un faux mouvement signifiait une mort instantanée. Ces opérations de déminage étaient cruciales pour les débarquements amphibies dans tout le Pacifique, permettant aux forces alliées d'approcher les côtes ennemies sans perte catastrophique. À la fin de la guerre, Borgnine était monté au grade de premier maître canonnier, recevant plusieurs distinctions pour son service dans certaines des opérations les plus stratégiquement vitales du conflit. À sa démobilisation, Borgnine n'avait aucune intention de jouer, jusqu'à ce que sa mère fasse une suggestion qui changea sa vie. Tu as toujours aimé te ridiculiser. Pourquoi n'essaies-tu pas de jouer la comédie? Cette remarque désinvolte a lancé l'une des carrières les plus durables d'Hollywood, s'étendant sur plus de 6 décennies et passant sans effort du cinéma à la télévision avec des succès comme McHale's Navy et Airwolf. So, Ari, I saw and. Les collègues ont constamment remarqué la nature sans prétention de Borgnine et son éthique de travail, des qualités forgées pendant son service naval. Contrairement à de nombreuses stars qui se distancient des associations militaires, Borgnine est resté fièrement lié à la marine tout au long de sa vie, assistant souvent à des événements pour les anciens combattants et soutenant des œuvres de charité navale. La marine m'a fait devenir un homme, remarqua un jour Borgnine. Elle m'a appris la responsabilité, le travail d'équipe et comment survivre, des leçons que je n'ai jamais oubliées. Chaque fois que
Lui faire incarner des personnages durs mais tendres. Il voyait les valeurs authentiques inculquées pendant une décennie en mer. 14. Jason Robards. Avant de remporter des Oscars consécutifs pour Les Hommes du Président et Julia, Jason Robards Jr. a vécu l'une des catastrophes navales les plus éprouvantes de la Seconde Guerre mondiale. Suivant l'exemple de son père, Robards s'est engagé dans la marine en 1940 à l'âge de 18 ans, devenant opérateur radio sur le croiseur lourd USS Northampton. Sa décision de s'engager avant l'entrée en guerre de l'Amérique reflétait un engagement qui définirait plus tard ses interprétations d'hommes de principe à l'écran. Le 30 novembre 1942, lors de la bataille de Tassafaronga près de Guadalcanal, des torpilles japonaises ont frappé le Northampton, causant des dommages catastrophiques qui ont finalement coulé le navire. Robards et ses camarades ont passé des heures dans des eaux infestées de requins avant que le secours n'arrive. J'étais dans l'eau environ 2-3 heures avant qu'ils ne nous récupèrent, se souvint plus tard Robards. Je pensais que c'était un jour et demi. La terreur fige le temps. Ce n'était pas des effets spéciaux d'Hollywood. C'était une véritable survie contre des chances écrasantes. Après s'être remis de cette épreuve, Robards a poursuivi son service naval à bord du croiseur léger USS Nashville, participant à de nombreuses opérations de combat dans tout le Pacifique. Sa carrière navale a culminé avec sa présence dans la baie de Tokyo le 2 septembre 1945, où il a assisté à la reddition formelle du Japon à bord de l'USS Missouri, clôturant son service par l'un des moments charnières de l'histoire. Libéré en 1946 en tant que radioman de première classe, Robards a utilisé le GI Bill pour étudier le théâtre à l'American Academy of Dramatic Arts. Contrairement aux acteurs qui avaient des carrières établies avant la guerre, le service militaire de Robards a précédé sa carrière d'acteur professionnel, ce qui signifie qu'il n'a pas sacrifié la célébrité ou la fortune en s'engageant. Cependant, ses expériences navales ont profondément façonné son développement artistique, influençant la masculinité authentique et l'autorité tranquille, qui sont devenues sa marque de fabrique. Les réalisateurs ont remarqué sa gravité naturelle et son authenticité émotionnelle, des qualités que Robards lui-même attribuait en partie à ses expériences de guerre. Après avoir affronté la mort, on ne craint pas grand-chose dans une salle de répétition ou sur un plateau de tournage. 15. Eddie Albert. La plupart des téléspectateurs se souviennent d'Eddie Albert comme du citadin devenu fermier dans la comédie télévisée Green Acres. Mais des décennies avant de déménager à Hooterville, Albert a accompli des actes d'héroïsme extraordinaires lors de l'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir rejoint la marine américaine en tant que lieutenant, Albert s'est retrouvé à piloter une embarcation de débarquement lors de l'invasion de Tarawa en novembre 1943, un minuscule atoll du Pacifique où 1000 Marines allaient se mourir en seulement 76 heures de combat. Alors que des vagues de Marines prenaient d'assaut la plage, ils se sont retrouvés piégés sur le récif entourant Tarawa, pris dans un feu croisé mortel sans moyen d'avancer ou de reculer. Témoin de dizaines d'hommes blessés échoués dans la marée montante, Albert prit une décision en une fraction de seconde qui défiait à la fois les ordres et la logique. Il navigua à plusieurs reprises son petit bateau de débarquement vers le récif sous le feu constant des mitrailleuses et de l'artillerie japonaise, sauvant des marines échouées qui autrement se seraient noyées ou auraient été tuées. Pendant plusieurs heures brutales, Albert a personnellement sauvé environ 70 hommes blessés, retournant sans cesse dans la zone de danger malgré le risque écrasant. Ses camarades qui ont été témoins de ses actions ont noté son efficacité calme sous le feu. Il ne disait pas grand-chose. Il retournait juste là-bas, ne montrant jamais de peur, même si les balles frappaient tout autour de son bateau, se souvient un survivant. Pour ce courage extraordinaire, Albert a reçu l'étoile de bronze avec le fait de combat pour sa bravoure, bien que son héroïsme soit resté largement inconnu du public pendant des décennies. Albert n'a jamais parlé publiquement de Tarawa, gardant la même modestie discrète montrée par de nombreux vétérans de combat de sa génération. Quand Albert jouait plus tard des personnages légers, parfois maladroits à l'écran, peu de spectateurs auraient pu imaginer que cet homme avait autrefois navigué à travers le feu de l'artillerie pour sauver ses compatriotes américains d'une mort certaine. Son expérience à Tarawa a révélé le profond décalage entre les personnages hollywoodiens et les individus complexes qui se cachent derrière eux, nous rappelant que le véritable courage se cache souvent derrière les visages les plus modestes. 6. Charles Bronson. Avant que son visage buriné et sa personnalité taciturne ne fassent de lui une star internationale des films d'action comme Death Wish, Charles Bronson a vécu la dure réalité du combat aérien au-dessus de l'Allemagne nazie. Né Charles Bushinsky de parents immigrants lituaniens dans la région minière de charbon de Pennsylvanie, Bronson a connu la difficulté dès l'enfance. Fils d'un mineur de charbon décédé quand il avait 10 ans, Bronson a travaillé lui-même dans les mines avant la guerre. Satsizan Sassir.
la robustesse physique et le comportement stoïque qui définiraient plus tard sa présence à l'écran. Lorsque l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, Bronson a été enrôlé dans les forces aériennes de l'armée en 1943 et formé comme mitrailleur aérien de B-29 Super Fortress, l'une des missions les plus dangereuses de la guerre. Affecté au 61e escadron de bombardement dans le théâtre du Pacifique, Bronson a effectué de nombreuses missions de combat contre des cibles japonaises. Le rôle de mitrailleur aérien était extraordinairement dangereux, les équipages de bombardiers subissant certains des taux de perte les plus élevés de toutes les positions de combat. Les archives militaires indiquent que Bronson a accompli 25 missions et a reçu la Purple Heart pour les blessures subies au combat, preuve concrète du danger réel auquel il faisait face. Ces missions nécessitaient non seulement du courage, mais aussi une endurance surhumaine, car les mitrailleurs de B-29 opéraient dans des compartiments non pressurisés à haute altitude où les températures chutaient à 50 degrés en dessous de zéro. La tension psychologique était tout aussi intense, regardant les chasseurs ennemis approcher à travers son viseur, sachant qu'un seul moment d'hésitation pouvait condamner tout son équipage. Bien que Bronson ait rarement discuté de ses expériences de combat, la discipline et la résilience psychologique qu'il a développée pendant son service militaire lui ont bien servi lorsqu'il a poursuivi une carrière d'acteur après la guerre. En utilisant le GI Bill pour étudier l'art puis le théâtre, Bronson a lentement construit une carrière en jouant des personnages durs et directs. L'authenticité qu'il apportait à des rôles dans des films comme Les 7 mercenaires et La Grande Évasion n'était pas fabriquée, elle était acquise grâce à de véritables expériences de vie ou de mort à 30 000 pieds au-dessus du territoire ennemi. 17 James Garner Long. Avant de captiver le public en tant que joueur charismatique dans Maverick ou détective avisé dans The Rockford Files, James Garner a enduré la dure réalité du combat en première ligne en Corée. Son parcours militaire a commencé de manière inhabituelle. À seulement 16 ans, il a menti sur son âge pour rejoindre la marine marchande pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Bien que son service à bord des cargos ait été bref, il lui a offert un avant-goût de la discipline et du danger qui allait plus tard façonner sa vie. Lorsque la guerre de Corée a éclaté en 1950, Garner a été enrôlé dans l'armée et affecté au 5e régiment de combat, se retrouvant rapidement dans les conditions les plus éprouvantes de la guerre. En tant que fantassin en première ligne, Garner a vécu toute l'horreur du combat, des températures glaciales, un danger constant et le chaos de la bataille. Pendant ses 14 mois en Corée, il a été blessé 2 fois. D'abord, en avril 1951, il a été touché par des éclats d'obus de mortier. Après sa guérison, il est retourné à son unité pour être blessé à nouveau, cette fois par des tirs amis, lorsque des avions américains ont accidentellement mitraillé sa position. Pour ses blessures et son courage, Garner a reçu 2 Purple Hearts, bien que, de manière remarquable, l'un n'ait été décerné qu'en 1983 en raison d'erreurs administratives dans ses dossiers militaires. Les blessures ont laissé des séquelles physiques durables, y compris une invalidité partielle au genou, mais l'impact psychologique a été tout aussi significatif. Garner parlait rarement de ses expériences de combat, gardant le silence stoïque typique de nombreux vétérans de la guerre de Corée. Cependant, ceux qui ont travaillé avec lui ont remarqué comment son service en temps de guerre a influencé son approche du jeu d'acteur et de la vie. La confiance sans effort, l'humour ironique et la dureté sous-jacente qui ont fait de Garner une star adorée n'étaient pas seulement des traits de caractère, mais des mécanismes de survie développés au combat. Lorsque le public le voyait incarner des hommes capables de se débrouiller dans des situations dangereuses avec un sourire complice, il voyait quelque chose d'authentique qu'aucun cours de théâtre ne pouvait enseigner. Les blessures que Garner a reçues en Corée auraient pu mettre fin à sa vie, mais elles ont plutôt contribué à créer l'une des stars les plus durables et authentiques d'Hollywood. 18. Tony Curtis. Avant que son charme élégant et son allure saisissante ne fassent de lui une sensation hollywoodienne dans des films comme Certains l'aiment chaud et La Chaîne, Tony Curtis, né Bernard Schwartz de parents immigrants juifs hongrois dans le Bronx, a assisté à la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale depuis le pont d'un navire de guerre dans la baie de Tokyo. S'engageant dans la marine en 1943 à l'âge de 17 ans, Curtis fut profondément affecté par l'attaque de Pearl Harbor et déterminé à servir son pays malgré une enfance marquée par la pauvreté de l'époque de la dépression. Affecté au navire de soutien de sous-marins USS Proteus, Curtis s'est formé comme signaleur, maîtrisant les systèmes complexes de communication visuelle essentiels aux opérations navales dans le Pacifique. La mission de son navire était critique mais dangereuse, consistant à entretenir, ravitailler et réarmer des sous-marins menant des missions à haut risque contre les navires et cibles militaires japonais. Le travail exigeait de la précision sous pression. Une seule erreur pouvait coûter des dizaines de vies. Bien que Curtis n'ait pas connu de combat direct, il a accompli ses tâches dans des zones de guerre où les attaques aériennes japonaises constituaient une menace constante, son expérience la plus profonde.
Le 2 décembre 1945, lorsque le Proteus était parmi les navires alliés présents dans la baie de Tokyo pour la cérémonie de reddition formelle du Japon à bord de l'USS Missouri. Depuis le pont de son navire, la future star de cinéma a assisté au moment crucial où les officiels japonais ont signé les documents mettant fin au conflit le plus meurtrier de l'humanité, une place au premier rang de l'histoire que peu pouvaient revendiquer. Cette expérience a laissé une marque indélébile sur le jeune marin. Après sa démobilisation honorable en 1946, Curtis a utilisé le GI Bill pour étudier le théâtre, entamant le parcours qui le transformerait d'un gamin dur du Bronx en l'un des acteurs les plus polyvalents d'Hollywood. Tout au long de sa carrière, malgré son image glamour, Curtis a maintenu des liens avec des organisations de vétérans et a parlé de son service dans la marine avec une véritable fierté. Le service m'a appris la responsabilité, a un jour réfléchi Curtis. Cela m'a donné le courage de croire en quelque chose de plus grand que moi. Son parcours, de fils d'immigrés pauvres à signaleur de la marine, puis à star internationale, incarnait les possibilités de transformation offertes par le service militaire et l'opportunité américaine. 19. Robert Montgomery. En 1941, Robert Montgomery avait déjà assuré sa place parmi l'élite d'Hollywood avec 2 nominations aux Oscars et un contrat chez le prestigieux MGM. Pourtant, lorsque Pearl Harbor a été attaqué, Montgomery est devenu l'une des premières grandes stars à abandonner la célébrité pour le service, rejoignant la réserve navale même avant l'entrée officielle de l'Amérique dans la guerre. Son chemin vers le service militaire a commencé par un travail humanitaire. En 1940, il s'est rendu en Angleterre comme conducteur d'ambulance bénévole pendant le Blitz, témoignant de première main des bombardements dévastateurs de Londres par les Allemands. De retour chez lui, transformé par ce qu'il avait vu, Montgomery a utilisé son statut de célébrité pour plaider en faveur de l'intervention américaine, apparaissant lors de rassemblements et d'émissions de radio soutenant la cause alliée. Initialement nommé lieutenant, Montgomery a rapidement été promu lieutenant-commandant, servant d'abord comme attaché naval adjoint, observant les opérations navales britanniques. Plus tard, il a commandé un patrouilleur-torpilleur, un bateau pété, dans les îles Salomon. Le même type de navire que John F. Kennedy piloterait célèbrement, affrontant les forces japonaises dans des opérations de combat à grande vitesse et à haut risque. Le rôle le plus significatif de Montgomery pendant la guerre est survenu lors de l'invasion décisive du jour J en Normandie le 6 juin 1944. Assigné comme observateur de combat naval à bord du destroyer USS Laffey pendant l'assaut sur Utah Beach, il a coordonné le soutien de l'artillerie navale pour les forces terrestres, un rôle crucial effectué sous le feu ennemi constant. Son navire a été lourdement attaqué par les Allemands, avec des obus explosant autour d'eux tandis que Montgomery maintenait son poste. Pour son service exceptionnel lors de cette bataille historique, Montgomery a reçu la médaille de l'Étoile de bronze, reconnaissant sa bravoure sous le feu. Contrairement à de nombreuses célébrités militaires qui participaient principalement à des unités de divertissement ou à des tournées de promotion, Montgomery a passé la majeure partie de sa carrière navale dans des rôles de combat opérationnels qui le mettaient directement en danger. Les collègues officiers ont remarqué que Bob n'a jamais demandé de traitement spécial et n'en a jamais reçu. Il a accompli ses devoirs comme n'importe quel autre officier de la marine, sauf peut-être avec plus de dévouement. Cet engagement a valu à Montgomery un profond respect de la part du personnel militaire de carrière qui a reconnu que cette star d'Hollywood avait volontairement échangé la célébrité et la fortune contre un véritable danger et des difficultés. Evening, Gene Kelly. Avant de patauger dans les flaques d'eau dans Singin' in the Rain, Gene Kelly a échangé ses chaussures de claquettes contre des bottes navales pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sommet de sa célébrité précoce après des performances remarquables dans For Me and My Gal, Kelly a reçu son avis de conscription en 1944 et a été nommé lieutenant dans le service aérien naval des États-Unis. Bien que renommé pour sa grâce athlétique à l'écran, l'affectation militaire de Kelly le mettrait au défi d'utiliser ses talents artistiques de manière totalement inattendue. Plutôt que de servir au combat, Kelly a été affecté à la section photographique du Bureau d'information publique de la Marine à Washington, D.C., où les dirigeants militaires ont reconnu sa capacité unique à communiquer par le mouvement et la narration visuelle. Son expérience en tant que chorégraphe s'est avérée étonnamment précieuse lorsqu'il a développé des films éducatifs utilisant le mouvement pour communiquer des informations complexes au personnel naval. J'ai pu chorégraphier des processus et des procédures de manière à les rendre plus faciles à comprendre et à mémoriser que les méthodes de formation traditionnelles, a expliqué Kelly plus tard. Parmi ses contributions les plus significatives figurait Combat, Fatigue, Irritability, un film éducatif destiné à aider les marins et leurs familles à comprendre ce qui serait plus tard reconnu comme le trouble de stress post-traumatique.
Bien qu'il ne soit pas confronté au feu ennemi, le travail de Kelly a joué un rôle essentiel dans la préparation des forces navales américaines aux défis qu'elles rencontreraient dans le théâtre du Pacifique. La discipline et la précision qu'il a développée en chorégraphiant des films d'entraînement militaire en approche de réalisation, les historiens du cinéma notant que les séquences visuelles soigneusement structurées dans les comédies musicales d'après-guerre de Kelly portent les marques de son expérience dans les films de formation navale. Bien que Kelly ait rarement parlé de son service militaire lors des interviews, préférant se concentrer sur ses réalisations artistiques, ses collègues ont observé que son expérience de guerre avec les opérateurs de caméra et les techniques de montage a élargi sa compréhension de la réalisation, lui permettant de prendre un plus grand contrôle sur ses séquences de danse et de passer finalement à la réalisation. La précision militaire évidente dans les numéros de danse les plus célèbres de Kelly n'était pas seulement un choix artistique. Elle reflétait une véritable discipline navale traduite en divertissement qui captiverait des générations. Les stars dorées d'Hollywood n'ont pas seulement joué les héros, elles ont vécu en tant que héros lorsque le monde avait le plus besoin d'elles. Certains ont pris d'assaut les plages, d'autres ont volé à travers le feu ennemi, quelques-uns ont sauvé des dizaines de vies dans des conditions impossibles. Laquelle de ces histoires de vétérans vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et demandez-vous, les célébrités d'aujourd'hui quitteraient-elles des contrats de plusieurs millions de dollars pour combattre en première ligne? Ou notre définition du sacrifice a-t-elle fondamentalement changé depuis l'âge d'or d'Hollywood?